Prenons le pouvoir sur notre ville! Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je ne suis pas seul puisque je suis avec Alexandre. Comment Salut ça va Antoine. Alex? Bah ça va bien, ça va bien. Bon, si on a une gueule de cadavre, c'est parce qu'on rentre à peine du festival de Cannes où on a tout couvert quand même pendant les plus de 10 jours du festival. Alors on a vu 158 films, donc, non peut-être pas mais... Et d'ailleurs merci à tous ceux qui ont suivi nos textes sur le site et nos shorts sur YouTube. Mais donc du coup bon bah cette compétition, on va en parler aussi en réu pour écran large, mais il y avait pas mal de films à se mettre sous la dent, mais il y en avait un dont on s'est dit qu'il fallait qu'on revienne quand même en détail dessus en vidéo parce que c'était celui que tout le monde attendait, à savoir Megalopolis de Francis Ford Coppola, l'arlésienne absolue de Coppola qu'il a dans ses bagages depuis maintenant de nombreuses années. Et déjà peut-être revenir, avant de parler vraiment du film, justement sur le fait de cette hype énorme qu'il y avait autour du projet depuis que ça y est, il était enfin mis en chantier. Pourquoi c'était le film le plus attendu de ce Cannes 2024? Bah déjà c'est un film de Francis Ford Coppola, donc c'est quand même un des pontes de Hollywood depuis les années 70. Donc voilà, il a perdu un peu de sa maestria ces dernières années, en tout cas pour une bonne partie des spectateurs. Il y en a beaucoup qui aiment Twict, il y en a beaucoup dont Judith, L'homme sans âge, etc. Mais ça, ou même Tétro. Mais ça reste des films qui ont été moins portés au nu que ses premiers films, en tout cas ses premiers films, ces films des années 70, ou que même Dracula dans les années 90, etc. Et le revoir revenir à un projet d'une aussi grande envergure, avec Megalopolis, c'était forcément une attente exceptionnelle, d'autant plus que c'est un film qu'il veut faire depuis 40 ans, quasiment, qu'il réfléchit environ depuis les années 2000, vraiment, très précisément. Et que c'est un budget de 120 millions de dollars qu'il a financé lui-même parce qu'aucun studio ne voulait le faire. Donc forcément, il y a une curiosité un peu par rapport à un film comme celui-là parce que tu te dis, voilà, il y a un casting monstrueux, Adam Driver. Et, dans les années 2000, parce que ça a commencé dans les années 2000, vraiment à se lancer, il a failli le tourner en 2001. Mais ça a été stoppé à cause du 11 septembre. Mais en fait, il y avait DiCaprio qui devait être dedans, il y avait De Niro, il y avait Uma Thurman, il y avait James Gandolfini. Enfin, tu avais déjà aussi un énorme casting qui était prévu. Donc forcément, il y a une attente démesurée par rapport à ce film. Et ça correspond finalement un peu au film en question. Et en plus, il y avait une autre surprise qui s'est ajoutée à ça, c'est que le film a été du coup annoncé en compétition officielle, oui. Et pas alors qu'on s'attendait pour un truc comme ça qui avait un côté presque blockbuster, ouais, à ce qu'il soit plus mis hors compétition, mais Thierry Frémaux a tenu à ce qu'il soit dans la compète, ce qui était un peu risqué, on savait pas trop quoi en penser. Mais... Ouais. C'est là qu'on est un peu dans le doute, est-ce que c'est Thierry Frémaux qui a voulu le mettre en compète ou c'est... Il le voulait ce film et Coppola a dit ok mais c'est que en compète. Et donc là c'est dommage que ça soit en compétition parce que... Non mais il y avait un peu forcément on se disait mais si c'est en compétition c'est que ça doit vraiment être, enfin c'est vraiment culotté, risqué et donc ça devient encore plus intriguant parce que si c'était hors compétition il y a forcément une prise de risque qui est un peu moins importante et si ça flop ça sera probablement moins attendu, donc c'est moins grave quoi entre guillemets. Là qu'ils partent en compétition, qu'ils essayent de potentiellement obtenir une 3e Palme d'Or, ce qui serait du jamais vu s'ils l'avaient reçu, donc voilà, forcément on était un peu tous très impatients de découvrir ça. Et quelle impatience! Salut, je me permets d'interrompre mes chers collègues 2 minutes parce que j'ai un message d'intérêt public à vous communiquer. Une collection de films Wes Anderson est disponible sur Filmo. Si vous ne connaissez pas Filmo, c'est une plateforme de VOD dont on est les fiers partenaires parce que son catalogue regorge de pépites en tout genre. Et ce mois-ci, c'est carrément un coffre au trésor qu'on nous propose avec, je vous le disais plus tôt, une sélection de films de Wes Anderson, un de mes réalisateurs préférés. Cette sélection comprend Rushmore, À bord du Darjeeling Limited, La vie aquatique, The Grand Budapest Hotel, L'île aux chiens et La famille Tenenbaum qui, perso, est mon préféré. Bref, c'est l'occasion idéale de se plonger ou replonger dans l'univers coloré, bien cadré, mélancolique et surtout marginal de celui qu'on surnomme le dandy texan. Et parce que l'éventail est vraiment large, Filmo propose aussi ce mois-ci une collection de westerns, dont un que j'aime tout particulièrement. C'est L'homme qui tua Liberty Valance, un des derniers films du grand John Ford, qui pour l'occasion a réuni les 2 autres légendes que sont James Stewart et John Wayne. Et les ambitions du film sont clairement à la hauteur du casting, puisqu'il s'agit pour le réalisateur de déconstruire un mythe qu'il a construit passionnément tout au long de sa carrière.
Il a donc voulu raconter la fin d'un âge d'or pour le western, qui prend ici une forme plus sobre et intimiste, mais aussi la fin d'une ère, celle de la conquête de l'Ouest qui a nourri tant d'imaginaires, en la confrontant au progrès social et notamment l'arrivée de la démocratie. Alors que vous soyez ou non adepte du genre, je ne peux que vous le conseiller, ne serait-ce que pour la beauté du noir et blanc et la justesse des dialogues qui résonnent encore à notre époque. Pour rappel, le catalogue de Filmo est disponible à l'abonnement ou à la carte. En plus de ça, la plateforme propose 2 semaines d'essai gratuit, puis un abonnement à 6,99€ par mois sans engagement. Et avec le code promo ELFilmoForever, vous avez un mois gratuit, alors profitez-en. Sur ce, je vous rends Alex et Antoine. Alors, du coup, le truc étant que le film a, pour ceux qui ont un peu suivi Cannes, énormément divisé, c'est le cas de le dire. Les réactions étaient extrêmement polarisées et c'est pas autant le cas entre nous, mais il y a quand même une scission. Alors en sachant qu'il faut peut-être donner un peu le contexte quand même, c'est que le film a été présenté sur les premiers jours du festival, Oui. et que toi tu l'as vu à la première projection qui était faite pour la presse, et que moi comme j'étais en train de bosser sur Furiosa à ce moment-là, j'ai pas pu le voir au même moment, donc je l'ai rattrapé moi le lendemain matin. Et donc toi c'est vrai que tu en es sorti en disant c'est horrible. Mais vraiment, en fait, déjà quand je le regardais, je me suis dit, mais est-ce que je comprends déjà ce qui se passe vraiment ? Je pense que c'est un film qui a une envergure tellement immense que je suis pas sûr qu'on puisse le capter en un seul visionnage, vraiment ce qui nous arrive, quoi. Parce qu'il y a vraiment une forme de je n'ai jamais vraiment vu ça. Ce qui forcément te déstabilise tout de suite. Et quand je dis que je n'ai jamais vraiment vu ça, c'est pas forcément d'un point de vue positif. C'est que je trouve, dès le début, c'est d'un bordel, mais je ne sais pas en fait ce qu'il se passe. Il y a des personnages qui débarquent, il y a ce mélange de New Rome, New York, donc transvaser l'Empire romain, on va dire entre guillemets, sur un New York un peu plus moderne, mais du coup qui s'appellerait New Rome, avec des personnages d'une subtilité immense, puisqu'ils s'appellent César, Catilina et Cicéron, les deux ennemis. Donc voilà. Donc l'un est, on précise maintenant... Donc César, c'est un artiste de génie, un architecte qui a des idées hyper novatrices pour construire une nouvelle ville et qui en plus a la capacité d'arrêter le temps, ce qu'on ne comprendra jamais pourquoi, mais c'est ainsi. Il a créé un métal, voilà, il a créé une sorte de fusion de métal absolument révolutionnaire. Qui s'appelle d'ailleurs le mégalon. Le mégalon, d'où peut-être le nom Mégalopolis, mais voilà, enfin même sûr. Et de l'autre côté, il y a un maire ultra conservateur qui, au contraire, veut se contenter de ce qu'ils ont et rester dans ce qui se passe pour lui aussi... Et qui est très corrompu en plus. Voilà, justement, c'est pour en effet conserver tous ses privilèges aussi de son côté. Et au milieu des deux, il y a la fille du maire qui s'appelle Julia Cicero. Julia Cicero. Et qui en fait est un peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire, entre César et Cicéron, son père. Parce qu'elle est l'amant de César. Parce qu'elle est amoureuse de César, en effet, et donc elle ne sait pas trop quelle vision elle doit accepter, laquelle elle préfère finalement. Est-ce qu'elle préfère une vision d'avenir un peu plus utopiste, un peu plus novatrice, ou rester dans les plates-bandes de son père, très corrompu, voilà. Et puis voilà, et donc ça c'est l'histoire. Ça théoriquement c'est l'histoire. Ça c'est vraiment la base de l'histoire. Donc finalement, sur le papier en fait on rigole, mais c'est un péplum assez classique. Sur le papier, il y a des histoires de trahison, une histoire d'amour, il y a des avidités de pouvoir, il y a des conflits politiques sur le pouvoir, sur plein de choses comme ça. Mais le problème c'est que ça marche pas, quoi. Parce qu'il y a plein d'autres petites intrigues qui ne servent à rien. Notamment le personnage d'Aubrey Plaza par exemple, qui s'appelle WoW Platinum, parce que autant faire des noms bizarres au lieu de réfléchir à des trucs corrects. Et non mais est-ce qu'on peut revenir juste WoW Platinum, c'est elle. Après, il y a Claudio Pulcher, c'est Shia LaBeouf. Il y a Hamilton Crassus III, donc qui est un milliardaire. Ça, c'est un truc un peu drôle. À un moment donné, il est interviewé. Et t'as sa fortune qui s'affiche à l'écran. Elle augmente, mais alors elle augmente à une vitesse, c'est genre 3 milliards en une seconde. Donc le gars a 850 milliards de dollars de richesse, donc c'est l'homme le plus fortuné évidemment de l'histoire. Au début, il y a tellement de personnages qui arrivent que c'est le chaos monumental. Et il y a cette première présentation, un peu des personnages et des enjeux qui se lient les uns les autres, sur une miniature mais c'est ça, une sorte de miniature de New Rome. C'est une New Rome version voilà. version Adam Driver et...
Non, c'est version non, c'est New York. Ouais, voilà. Comme nous on le connaît. Et donc tu as des espèces d'échafaudages par-dessus. C'est ça. Et c'est là qu'en fait tous les personnages rentrent en confrontation avec du coup la journaliste, donc je Audrey Plaza, qui filme tout ça au milieu. Et puis tu as cette espèce de confrontation vraiment comme une pièce de théâtre. Et là, Coppola assume un truc. Alors déjà, il y a des angles de caméra dans tous les sens. C'est un peu le bordel, effectivement. Et puis sur ce truc chancelant, d'ailleurs, qui est volontairement chancelant de l'échafaudage, comment ces gens-là essaient d'asseoir leur pouvoir sur la ville, tout en ayant cette espèce de truc un peu de cours de récré, un peu bizarre, et puis très artificiel dans le sens où tu as vraiment cette sensation que c'est eux, dans leur tour d'ivoire, qui sont au-dessus de la masse et qui essaient de s'imposer là-dessus. Ce qui, moi, je trouve, est intéressant parce qu'il annonce pas mal des choses du film, c'est-à-dire quand même que dans cette tour d'ivoire dans laquelle eux sont enfermés, finalement ils ne voient pas quels sont les vrais problèmes, et que ça concerne autant César d'ailleurs que le maire ou d'autres des personnages, a refusé de voir quels sont les vrais problèmes sociétaux auxquels eux ne sont pas confrontés en tant qu'aristocrates. C'est ça qui risque leur perte en fait au fur et à mesure du film, et je trouve que c'est amené avec beaucoup de maladresse, mais ça amorce déjà le côté à la fois grandiloquent du film, mais aussi politiquement plus pertinent, je trouve, que ce qui peut laisser apparaître en filigrane. Oui, bon, je ne sais pas si on pourra parler de pertinence, mais non, mais en vrai, je trouve que c'est pas un film qui est inintéressant sur le propos. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de propos intéressants sur les dérives médiatiques de notre société contemporaine. Sur le papier, c'est hyper intéressant d'avoir placé tout cet enjeu de l'Empire romain dans notre société contemporaine et de parler justement de tout ce qui ne va pas dans notre société. Donc les médias, les crises environnementales, politiques, économiques. C'est foisonnant d'idées en soi et de propos, mais le problème c'est que j'ai vraiment du mal à comprendre, à trouver une cohérence dans ce tout. Ça, vraiment, quand on passe d'un New York hyper moderne et d'un coup on débarque dans une arène à la baignure, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais est-ce que c'est pas un peu voulu? Enfin, moi c'est la question que je me suis posée, parce que donc j'espère que c'est voulu, parce que sinon ça n'a vraiment aucun sens. Par rapport à toi, moi du coup, en l'ayant vu le lendemain matin et en n'ayant pas du coup une énorme attente dessus, parce que je voyais les retours qui étaient globalement extrêmement négatifs, en fait j'ai été agréablement surpris. Je dirais pas que j'aime le film, j'irai peut-être pas jusqu'à là, quoique tu me diras, depuis qu'on l'a vu, comme il était en début de festival et qu'on a vu des films bien pires après, surtout plus le temps passe et plus il y a des images qui me restent, et plus il y a des trucs qui s'ancrent et qui font que j'ai aussi envie de revoir Megalopolis. Oui, mais ça, tout le monde, je pense. Parce que je trouve en même temps que son sujet, qu'il amène de manière un peu avec des gros sabots sur l'idée de quand est-ce qu'une civilisation s'éteint, et finalement c'est jamais juste par, je sais pas moi, le volcan de Pompéi qui explose ou un truc comme ça, tu vois, c'est de se dire, c'est de l'intérieur, c'est toujours une crise à l'intérieur qui en fait est déjà là, larvée, et que petit à petit le truc s'écroule, mais qu'en fait pour ça il faut refléter aussi une décadence des puissants qui ne se rendent pas compte, encore une fois, d'à quel point justement le bas peuple est en train de bouillir, et à quel point une révolution s'apprête à leur tomber sur le coin de la gueule. Et du coup, pour refléter cette décadence-là d'une manière assez proche, je trouve, d'un Caligula ou même dans une moindre mesure du Showgirls de Verhoeven, je trouve que c'est d'ailleurs un peu le combo, moi, que je vois dans le film, un peu ces deux films-là. Esthétiquement, le film est super kitsch régulièrement, mais l'assume aussi parce qu'il y a ce besoin de mixer de la SF un peu à l'ancienne, un peu fantasmée, avec ce côté péplum que tu évoquais, et qui va avec du coup les costumes, le côté New York moderne, mais cette arène à un moment donné qu'il y a, où là aussi d'ailleurs tous les enjeux politiques et de pouvoir se jouent. Et je trouve en fait qu'il y a un effet de sidération. En tout cas, moi, c'est un truc que je retiens du film, c'est qu'il y a plein de moments où je me suis dit, ça ne marche pas, notamment à cause des dialogues, on pourrait y revenir, qui sont quand même souvent très explicatifs. Pour moi, c'est horrible, les dialogues. C'est un des pires éléments. Ouais. Parce qu'en fait, déjà que j'ai du mal à comprendre vraiment l'importance de certains personnages, notamment, par exemple, je dis comme ça, le personnage de Dustin Hoffman, j'aimerais encore savoir vraiment à quoi il sert dans ce film. Qui est une aide de César, une sorte de mentor, mais qui disparaît un peu du récit en plein milieu, c'est un peu bizarre. Je sais même plus ce qu'il joue, je dois t'avouer. En fait, il pop, et puis d'un coup il disparaît pendant 1 heure, et puis il repop, et puis en fait il sert à rien. D'accord, c'est cool. C'est que t'es cool de l'avoir. Mais non, mais c'est un peu. Mais moi je trouve que cette séquence justement là d'arène dont tu parles, c'est vraiment aussi
Enfin, c'est un peu le syndrome du film, quoi. Il y a tous les personnages qui sont là. J'ai l'impression qu'ils jouent tous une partition un peu différente. Ils sont pas tous vraiment là pour les mêmes enjeux. Il y a Shia LaBeouf qui est là pour détruire le personnage d'Adam Driver. Il y a une jeune chanteuse qui est là pour se vendre. Ça, c'est très bizarre. Je ça, ne d'ailleurs. comprends Donc, pas ça non plus. elle s'appelle Vesta Sweetwater en référence aux Vestales qui sont censés être vierges. Et tout l'enjeu de cette séquence-là, c'est qu'elle est censée être un peu la Taylor Swift de cet univers-là, d'ailleurs. Cette espèce de petite reine de l'Amérique qui est pure parce que du coup, elle est censée être vierge. Et t'as une révélation qui fait qu'en fait, il y a une sextape qui sort pour montrer qu'elle l'est pas. Non, mais ça... Et t'as tout un truc. Enfin, moi, par exemple, cette séquence-là, moi, j'avoue qu'il y a un truc où je me suis dit, ça marche trop bien parce que je me suis dit, ce personnage-là, il fait débarquer dans le récit. T'as ce truc du pur spectacle, tu vois, de l'idée du spectacle, oui. de la pop star à l'américaine, et qui reflète tellement une certaine idée, tu vois, de la fausse pureté qu'attendent les Américains. Et en fait, la meuf, ça devient Miley Cyrus dans la foulée, parce que du coup, en révélant qu'elle a fait une sextape et tout ça, elle transforme complètement sa carrière et elle devient sorte de rockeuse ultra hardcore qui monte ses fesses et qui te parle de sexe. Et je me suis dit, en fait, c'est quand même rigolo qu'en 3 scènes, il te fasse cette bascule-là parce qu'elle reflète tellement une certaine idée de la vulgarité à l'américaine dans le show business. On peut trouver ça justement vulgaire d'ailleurs, mais moi, typiquement, c'est une séquence où je me suis dit, en fait, avec le peu de temps qu'il donne à ce personnage-là, il capte quand même un truc qui, moi, je trouve, marche plutôt bien. Ouais, mais en vrai, je suis persuadé qu'il capte des trucs, etc. Mais je suis pas sûr enfin, je suis même sûr de ne pas adhérer. C'est qu'en fait, il capte tellement de choses. J'ai l'impression que c'est vraiment un gloubi-boulga de voilà ce que c'est l'Amérique. Mais c'est super. Mais est-ce qu'on peut raconter une vraie histoire à côté ou pas ? Est-ce qu'on peut essayer d'éviter de me faire des bam, voilà, regardez, ça c'est une rébellion trumpiste, etc. Regardez les fake news. Regardez là ça, la dérive de l'art, etc. C'est bon. En fait, est-ce qu'on peut juste vraiment parler d'une utopie, est-ce qu'une utopie est possible, etc., plutôt que de s'en mêler les pinceaux avec plein d'éléments, etc. Mais je pense que ça reflète en tout cas cette idée de démesure de ce que tu disais et de décadence, c'est que vraiment le film a... tu parlais de la chute d'un empire, etc. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, mais vis-à-vis de Coppola lui-même. C'est vraiment un réalisateur avec ce film qui rêve de faire depuis des années, etc., qui a l'air ravi de l'avoir fait et particulièrement satisfait de son travail puisqu'il pense que c'est son meilleur film a priori, de ce qu'il dit en interview. Et j'ai envie de dire tant mieux pour lui, je suis ravi pour lui qu'il soit très heureux, mais c'est vraiment pour moi le symptomatique de ce qu'est son film, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui pense que ce qui l'entoure le satisfait, en tout cas le personnage du maire par exemple, mais qui ne se rend pas compte que rien ne va. Et c'est un peu triste de voir enfin pour moi en tout cas, un réalisateur qui a fait de si grands films, que j'adule absolument, etc., comme la plupart des gens, mais qui n'a plus la capacité de se rendre compte que ce qu'il a fait n'est vraiment pas à la hauteur, quoi. Et je trouve ça un peu triste. En fait, moi, j'ai pas été très ému pour le film, qui est censé pourtant être émouvant par rapport à l'évolution de la ville, à l'évolution des personnages, à l'évolution de l'amour qui se crée entre le personnage de Driver et de Nathalie Emmanuel. Mais en fait, je suis plus ému par le geste un peu terminal de cette carrière, même s'il dit que c'est pas son dernier film, mais un peu terminal de ça y est, j'ai réussi à faire mon grand film que j'espérais faire depuis des années. Me suis battu pour que ça soit beau, etc. Mais en fait, ça l'est pas vraiment, mais je vais m'en contenter. Et je sais pas s'il s'en contente ou s'il est vraiment satisfait. Mais là où je te rejoins, en étant plus positif que toi, c'est que moi, l'émotion que j'ai ressentie devant le film, effectivement, c'est pas par le film en lui-même, mais c'est effectivement par l'objet film. C'est-à-dire cette sensation comme quand tu regardes, alors dans une moindre mesure, mais quand tu regardes la Chapelle Sixtine, ce qui t'émeut, c'est pas tellement ce que représente la Chapelle Sixtine que de savoir que Michel-Ange l'a fait. Tu vois, c'est l'acte créatif en lui-même et justement sa démesure et sa maestria qui peut t'émouvoir, en fait. C'est de savoir, il y a quelqu'un qui a fait ça. Et moi, ça rejoint encore une fois cette sidération que j'ai ressentie devant le film, de me dire, il y a ce mec qui a fait ça et ça se retrouve en compète à Cannes et je trouve quand même que par rapport, enfin moi c'est un truc qui me fait de plus en plus voir le verre à moitié plein, c'est que dans l'idée qu'on se fait de Cannes et parfois de l'uniformisation qu'il y a quand même d'un certain cinéma de festival, de voir un objet aussi hors norme que celui-là,
qui encore une fois, tu le disais, a coûté. Coppola l'a produit sur sa fortune personnelle, notamment il a hypothéqué ses vignes. Je sais pas s'il les a pas vendus en partie. Hein, ouais, il a vendu en partie parce qu'il a un vigneron depuis un paquet d'années qui fait partie du très bon vin d'ailleurs en Californie, et il a en fait toute sa fortune personnelle qu'il a faite à côté du cinéma, il a plus ou moins il a tout investi pour pouvoir faire ce truc-là mais c'est ça et faire le film qu'il avait envie de faire. Et c'est vrai que il y a un truc que tu peux pas enlever à Megalopolis, c'est que c'est un acte de cinéma total où jamais tu ressens des cases à cocher de cahier des charges hollywoodien, et que tu comprends d'ailleurs pourquoi personne n'a jamais voulu le produire ce machin, parce que c'est trop bordélique. Et toi tu disais un truc que je trouve assez pertinent dans la comparaison, c'est que quand tu es sorti de ta séance et que on s'est retrouvé le soir et que tu avais écrit dessus, tu m'as dit on dirait vraiment Southland Tales de Richard Kelly dans la réception, autre film qui était présenté à Cannes sur aussi la décadence de l'Amérique qui part dans tous les sens. Et c'est vrai que je trouve que le comparatif est pas déconnant. Ouais, mais en fait, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Quand plus on avançait, et puis je me disais, mais c'est fou parce qu'en fait, il y a des idées magnifiques. Et visuellement, j'en ai pas beaucoup parlé. Alors, je trouve qu'il y a des trucs vraiment kitschouilles, mais vraiment horribles. Genre, vraiment, j'ai l'impression parfois de la reine là, de Ben-Hur, j'ai vraiment l'impression d'avoir des décors en carton-pâte dignes d'une kermesse de gamins en CM2 qui sont en train de faire leur fête, la fête de l'école, là. C'est vraiment honteux, il y a certains éléments, et certains CGI sont horribles. On parlera après un peu du tournage, je pense, mais je pense que ça s'explique de là. Et mais c'est du coup c'est foisonnant de tellement d'idées, de tellement de choses, mais aussi de trop de personnages. Pour moi, il y a vraiment trop de personnages inutiles que ça m'a beaucoup fait penser à Southland Tales. Mais très rapidement, au bout de 50 minutes, je me suis dit mais c'est incroyable parce qu'il y a des moments de grâce, comme tu dis, notamment moi je trouve qu'il y a vraiment une magnifique scène. C'est cette scène de baiser entre le personnage de César et de Julia, un peu dans les airs, sur une horloge, etc. J'en dis pas trop, mais ce moment, je me suis dit, ouais, c'est d'une poésie, c'est magnifique, quoi. Et en même temps, derrière, on se retrouve avec des trucs d'une vulgarité, notamment avec le personnage de Shia LaBeouf. Alors, toi, tu trouves que le personnage est pas mal? Je trouve que c'est intéressant, mais je reviendrai dessus pourquoi, mais je trouve qu'il y a des choses... En fait, c'est un des personnages les plus bizarrement introduits du film, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir un rejet. Mais ce qu'il devient au fur et à mesure de l'histoire, moi, est un des trucs que je trouve les plus réussis du film. Ok. Non, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage, notamment parce que Shia LaBeouf... Tu sens que, je sais pas, je pense qu'il était perdu sur le tournage. Déjà, c'est plus ou moins ce qui se sait d'ailleurs des coulisses, mais ça se sent dans le film. Il joue quasiment 4 personnages différents pendant un film. Déjà, c'est un peu beaucoup pour un personnage. Et en plus, apparemment, il demandait énormément de conseils à Francis Ford Coppola pour se donner des directions. Et Francis Ford Coppola bottait en touche, en mode non mais j'ai d'autres choses à régler, etc. Et allait se cacher dans son... son van. Dans son van, voilà, pour continuer son tournage classique, quoi. Et c'est terrible parce que ça se sent, quoi, qu'il est un peu paumé chez LaBeouf. Il a vraiment 4 partitions différentes, et je pense que la plupart des personnages sont dans des partitions différentes, des acteurs, j'entends. Adam Driver et Aubrey Plaza, je suis pas sûr qu'ils jouent dans le même film que tout le monde. Vraiment. Parce qu'elle a vraiment surtout Aubrey Plaza, mais en même temps, je trouve qu'Aubrey Plaza, c'est peut-être celle qui a le plus pigé. Mais après, son personnage veut ça, parce qu'elle joue une sorte de journaliste exubérante qui est liée au pouvoir. Je trouve qu'elle a un truc tellement... qui va avec l'exubérance du film. Disons que ça va bien avec ce qu'elle sait jouer. Ouais, globalement, moi, j'adore l'actrice, j'adore cette actrice. Mais dans le film, elle a vraiment un côté vulgose qui moi, ne marche pas vraiment dans le film, quoi. Je comprends pas comment elle peut être dans le même film que le personnage d'Adam Driver, qui n'a au contraire... Sérieux, lui, pour le coup, c'est ça. On peut pas mettre un pas de travers, etc. Tout est important, tout est tragique ou poétique, alors qu'elle, c'est vraiment la vulgarité à son paroxysme, quoi. Donc c'est très très bizarre comme film. Je comprends pas vraiment où est-ce qu'on va en permanence, mais je pense que ça s'explique pas mal à cause de ce qui s'est passé sur le tournage, etc. Juste avant la présentation du film à Cannes, il y a eu un papier de The Guardian qui est sorti pour dire qu'en fait ça a été un bordel son nom sur le tournage, notamment parce que Coppola, alors il y a pas mal de techniciens qui ont parlé de manière anonyme du tournage, pour parler de qu'en fait Coppola était un peu bloqué dans le temps, quoi, finalement. Il n'a pas fait de film depuis Tweets, donc c'était il y a 13 ans.
Et surtout, il n'a pas fait de film de cette envergure depuis, je ne saurais pas dire, mais je ne sais même pas s'il en a déjà fait un de cette envergure. Ouais, à ce tarif-là maintenant, oui. Enfin, bon, c'est comparable peut-être à Apocalypse Now et au Parrain 2, peut-être. Parrain 2 et 3, mais c'est vrai que ça remonte en termes d'ampleur. En termes d'ampleur, production, ouais, c'est ça. Ça remonte. Et en fait, il y a vraiment lui qui voulait faire un film assez old school sur visuellement, en termes de technologie, d'effets spéciaux, etc. Et en même temps, il fallait utiliser des nouvelles technologies pour faire ce qu'il voulait faire, donc du volume, etc. Jusqu'à décembre 2022, donc ça faisait déjà on était à peu près à la moitié du tournage, où toute l'équipe des effets spéciaux a démissionné. Ah oui. A démissionné, et du coup, il voulait pas faire de volume. Il a dû en faire, il pouvait plus en faire, il est repassé en fond vert, alors qu'il voulait pas faire un film comme Marvel. Bon, bah ça se sent parfois, que visuellement c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse, et pourtant c'est tellement beau à d'autres moments, dans les moments où il a moins besoin justement des effets spéciaux. Ouais, dans ces transitions magnifiques, il y a vraiment une séquence, il me semble, de 2, 3, 4 minutes, où c'est que quasiment des fondus enchaînés, où on voit l'évolution un peu du New York et des personnages évoluer en fonction d'une image qui se fond les unes dans les autres, d'images qui se fondent les unes dans les autres, et c'est d'une beauté, d'une poésie magnifique. Et il y a des moments qui sont superbes, là, quand cette main attrape la lune, ou que même ces statues géantes prennent vie. C'est incroyable, mais le problème c'est que c'est des petites touches comme ça de grâce qui sont engluées dans un gros amas un peu dégueulasse. Bah là, je pense que tu lui pardonnes l'âge ou pas, parce que moi, c'est vrai que tu parles de ces images-là qui sont d'ailleurs des images qui demandent des effets visuels numériques. Il y a notamment aussi une scène que j'aime beaucoup avec ce satellite. Donc, c'est un des moments importants du film où un satellite va s'écraser sur un bout de la ville, et tu as l'insouciance de la ville qui est représentée par des ombres chinoises de gens qui dansent sur les façades d'immeubles avant que le satellite ne s'écroule. Je trouve que en fait dans ces moments-là tu peux voir la qualité très fluctuante des effets visuels et te dire bon, je pardonne parce que l'image en elle-même est tellement belle que ça passe ou pas. Et là où je te rejoins, c'est que je trouve qu'il y a une production design qui est souvent intéressante dans les décors à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments. Mais c'est vrai que des fois le fait de tourner en plus en numérique est vraiment un truc qui pêche, je trouve, dans son imagerie, parce que sa photo est souvent jolie. Mais la photo tu sens qu'il serait plus à l'aise en pellicule s'il avait pu le tourner en pellicule, ce qui n'est pas le cas, et tu sens que le film des fois dans sa démesure aussi souffre un peu effectivement de ce côté old school que lui voudrait se donner, qui clash un peu avec les besoins des outils qu'il avait à sa disposition. Ouais, je pense vraiment que c'est un film qui subit le fait que Coppola le pense depuis 40 ans. Tout simplement, c'est un film qui raconte énormément de choses, mais qui raconte des choses qui sont un peu éculées depuis, quoi. C'est un film c'est ce que dit Giancarlo Esposito, donc celui qui joue le maire, Cicéron, qu'il a lu la première mouture du scénario il y a 20 ans. Ah ouais. Il l'a lu il y a 20 ans, et il a retrouvé des choses dans ce scénario qui ont 20 ans. Je suis désolé, mais la politique, l'environnement, l'économie, en 20 ans, ça a pris plus que des changements. Ouais, et ça se sent que parfois c'est un peu vieillot dans le propos, moi je trouve que le message final est un peu c'est vraiment le message d'un gars qui a 80 balais et qui s'est arrêté à 60 ans de réfléchir à ce qu'était la vie, et qu'en fait la vie ça pourrait être ça. Oui, mais il y a 20 ans qu'on aurait pu dire ça, mais maintenant c'est un peu tard, quoi. Là où justement moi le film me fascine pas mal, alors je vais ressortir mes marottes depuis Zack Snyder, mais parce qu'en fait il y a une référence qui est assez importante pour Coppola, qu'il a d'ailleurs explicitement cité et qui se ressent quand tu regardes le film, qui est le roman d'Ayn Rand, La Source Vive, parce qu'en fait la base narrative est globalement la même, puisque dans La Source Vive, donc Ayn Rand te parle de deux architectes opposés, et en fait elle suit d'un côté un mec un peu médiocre, mais qui en fait qui sait faire des concessions, qui sait s'adapter au système, qui sait justement comment être auprès des puissants et donc pouvoir devenir très riche et très puissant en tant qu'architecte. Et puis son autre personnage qui en fait est celui qu'elle admire vraiment et celui qui reflète sa philosophie objectiviste, qui s'appelle Howard Rourke et qui est très comparable au personnage d'Adam Driver, donc un mec qui est en bas de l'échelle, mais qui lui refuse toute concession politique, qui refuse s'il fait de l'architecture, alors qu'en plus c'est un art par essence collectif aussi, parce que faut bien que des gens construisent ce que tu as imaginé. Lui il refuse le côté
sa beauté et sa vision du pratique doit être respectée en fait. Et si ça ne l'est pas, ce qui arrive d'ailleurs dans le bouquin à un moment donné, c'est qu'il finit par carrément détruire dans un attentat terroriste un des bâtiments qui est en train d'être façonné mais qui ne respecte pas ses plans. Pour montrer à quel point le mec est dans le jusqu'au-boutisme. Ça reflète un truc que je trouve intéressant dans cette confrontation entre le maire et César dans Megalopolis, qui est que Driver est tout aussi extrême dans sa vision d'un individualisme qui aiderait la société à devenir meilleure. Alors tu as même cette phrase pour le coup qui est intéressante où il dit qu'en fait le pire ennemi de l'humanité c'est la civilisation. C'est cette idée qu'en fait c'est le groupe qui amènerait une stagnation et l'individu doit s'élever au-dessus de la masse. Alors c'est très américain comme façon de penser, et puis Ayn Rand était une russe qui est partie de l'URSS, qui détestait l'idée du communisme, et sa philosophie a pas mal été réexploitée par l'extrême droite, mais au final elle a plein d'éléments très complexes d'anticléricalisme et de plein d'autres choses qui peuvent se retrouver dans d'autres mouvements politiques. Donc finalement c'est toujours, je trouve, un peu bizarre de réduire ça à de l'extrême droite alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais là, ce que j'aime bien dans Megalopolis, c'est que tu as cet élément-là. C'est une œuvre assez objectiviste qui te parle de ça, mais contrairement à Rourke qui est justement tout en bas de l'échelle sociale et qui apprend à monter et qui refuse, tu vois, pour s'élever socialement, de faire des concessions. Là, tu es face à des personnages dans Megalopolis qui sont déjà en haut, qui sont dans leur tour d'ivoire et qui justement ne voient pas ce qui se passe. C'est que il y a, face au désespoir que les gens ressentent et qu'eux ne perçoivent pas vraiment, il y a des gens mal intentionnés ou opportunistes, c'est le cas du personnage de Shia LaBeouf, qui vont profiter du désespoir des gens pour créer une politique populiste. Et comment ce populisme-là, qui est là très visiblement comparé à celui de Trump, c'est clairement. C'est clair, va justement amener une révolution qui empêche encore plus de pouvoir changer le monde, comme César voudrait le faire. Mais ce qui est beau, c'est que ça donne pas totalement raison à César, qui aurait raison de dire qu'il est justement un être exceptionnel et qu'il faut lui faire confiance pour créer un monde meilleur. C'est que non, parce que comme il n'a pas pris en considération ces gens-là, et leur peine et leur souffrance, y a un truc qui marche pas. Et je trouve que ça, c'est une très belle manière de prendre la philosophie randienne, mais de la confronter à la réalité politique du moment, et notamment justement à un désespoir de l'Amérique, qui est notamment face à la politique de Trump, que je trouve pour le coup assez pertinent. Donc malgré, là où je te rejoins, des moments où le film semble un peu à la ramasse, je le trouve étonnamment moderne, et je serais curieux d'ailleurs de savoir à quel point le personnage de Shia LaBeouf a vraiment lui évolué dans l'écriture depuis 20 ans. Et je pense que c'est vraiment des éléments qui ont dû plus changer avec le temps. Vu qu'il passe de personnage en personnage sur 2h18, il y a des chances qu'il ait pas mal évolué. Mais non, mais en fait c'est extrêmement intéressant ce que tu racontes, et j'aimerais avoir vu ça. Non mais vraiment, j'aimerais avoir vu ça, et vraiment je regrette de ne pas avoir aimé. C'est vraiment le genre de film dont je suis rentré, je me suis dit mais j'ai trop envie d'aimer, ça va être trop bien, ça fait des années que je l'attends, il y a des acteurs que j'adore, Coppola j'aime beaucoup, j'aime pas tout mais j'ai envie j'ai envie d'aimer. Et en fait, mais quelle désillusion. Je pense aussi qu'il faut accepter que c'est effectivement le Coppola plutôt de sa dernière période, voire des films qu'il faisait entre Le Parrain et Apocalypse Now. Un peu coup de cœur. Voilà, c'est des trucs beaucoup plus expérimentaux, et je pense que c'est aussi peut-être parce que je partais aussi avec ce sentiment-là que ça allait plus ressembler à ça et pas tellement à l'ampleur du Parrain et à l'idée qu'on se fait de ces grands classiques. Je pense qu'on peut ou pas adhérer à sa soif d'expérimentation, mais qu'on peut pas lui mais là. Mais après, encore on peut aussi lui reprocher parce qu'elle semble vaine à certains moments. Alors il y a ce truc dont il faut qu'on parle quand même, parce que il y a... Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler. Si vraiment vous voulez vous préserver de ce petit twist, même si on sait même pas si ça sera possible dans une salle de cinéma près de chez vous quand le film sortira, mais... Juste pour info, Jean Labadie, qui s'occupe du coup de la distribution française avec le Pacte, a dit qu'ils essaieront de le faire dans un maximum de salles. Donc peut-être que vous vivrez ça, et j'espère que vous vivrez ça, parce que vous pourrez constater à quel point c'est nul. Mais ma foi... Donc qu'est-ce qu'il se passe? Attention, spoiler. Y a un happening en fait qui arrive sur scène, donc dans le grand théâtre Lumière où on a vu le film. En gros, vers le milieu du film, tu as une sorte de conférence de presse autour du personnage d'Adam Driver. Et en fait, à ce moment-là, il est réduit dans le cadre, c'est-à-dire que tu as vraiment un bout de l'écran qui est noir pour que lui soit plus petit dans le cadre. Et tu as un mec qui débarque sur scène devant l'écran et qui pose une question à Adam Driver comme s'il était un journaliste. Mais du coup, pour créer cette espèce d'un coup tu brises le quatrième mur et tu as un mec random qui débarque dans le vrai monde de la réalité véritable pour
communiquer avec le film. Alors c'est vrai que moi je suis pas totalement sûr de ce que Coppola voulait faire avec ça, si ce n'est pour la soif d'expérimentation qui est sur le moment très fun, parce que tu te demandes ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Jamais vu ça. T'as jamais vu ça. Mais ça dure 30 secondes. Ça dure 48 secondes, donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant parce qu'on se dit ah oui, mais ça c'est censé être du grand cinoche. Parce que vraiment, si vraiment ça pop de nulle part et vraiment ça n'a vraiment aucun impact sur rien. Oui, si c'est ce n'est genre plaisir. Réveiller la salle parce qu'on a réallumé un petit peu les lumières, parce qu'on a mis un spot sur la gueule du gars qui débarque sur scène, qui fait semblant de parler, parce qu'en plus c'est même pas sa voix qu'on entend, c'est dans le film qu'on entend sa voix. Ah bah je te le dis, moi je l'ai vu aussi ce gars, et je le voyais, je l'avais en face de moi, j'étais à 5 parce mètres. qu'il avait un micro, moi. Donc, il avait un micro, et il faisait... Ah d'accord, il faisait semblant de parler, et puis après il faisait semblant de comprendre les notes de ce que disait Adam Driver. Vraiment c'est... Gros casting, en tout cas bravo à tous les intermittents du spectacle qui seront amenés à faire ça. Non mais en vrai, si ça leur permet de gagner un peu d'argent, tant mieux, j'allais te dire, au moins Coppola a servi ça. Mais vraiment, c'est exactement, c'est vraiment le symbole de ce qu'est ce film. C'est plein d'expérimentation, mais à quoi bon? Bah, c'est vrai que sur ce coup-là, je me pose pas mal de questions dessus, et en même temps, c'est assez... Enfin, je trouve qu'il y a un truc très fort dans cette volonté, soudainement, de... Tu trouves trop de trucs trop forts. Mais ouais, mais parce qu'en fait... Non, mais tu vois, mais vraiment, c'est le truc, parce que plus j'y pense, plus le film m'obsède, en fait. Et justement, je me dis... on en parlait après, parce que à Cannes, quand tu enchaînes les films, et qu'on en voit beaucoup, il y a ce truc où des fois, tu te dis, quand t'as vu 4 films par jour, il est possible que tu passes à côté d'un film. Tout à fait. Et que, en plus, quand on écrit dessus, moi, j'aime bien écrire dessus, parce que dans ces cas-là, ça me permet de décanter aussi pendant que j'écris. Et là, comme c'est toi qui as écrit sur Megalopolis, moi j'ai plus eu le temps pendant le festival de me dire ok, j'en pense quoi en fait du film. Et c'est vrai que j'aimerais pas me dire, tu vois, que dans 20 ans beaucoup réhabilitent Megalopolis et disent oh, la presse de l'époque elle avait rien compris machin. Mais ça se trouve on sera dans cette position là. J'ai franchement hâte, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on me dise dans 20 ans que j'ai été une énorme merde de ne pas comprendre ce film et qu'en fait c'est du génie, parce que je préférais bien plus que ce film soit du génie que moi je ne le sois. Donc très clairement ça m'arrangerait que le film soit génial, et en plus ça me ferait plaisir parce que ça voudrait dire que j'ai raté un film et que quand je le revois maintenant je trouve que c'est superbe dans 20 ans. Donc vraiment, si le film devient culte, alors il deviendra d'ailleurs probablement culte, parce que c'est un objet tellement bizarre, tellement bizarre que c'est impossible qu'il n'ait pas une forme de culte positif ou négatif, on verra, mais en tout cas il y a forcément des gens qui vont trouver ça admirable et vont le porter au nu pendant toute leur vie. Mais et j'espère que moi-même je changerai d'avis. Je n'ai qu'une envie, c'est que le film me plaise à la base. Donc, Et je pense, tu vois, que ça renvoie d'ailleurs cette idée-là. Je pense que Coppola est quand même conscient du côté très bizarroïde que le film a aussi, forcément. Et je me demande si cette séquence-là, dans son étrangeté un peu, tu vois, éphémère, veut ça aussi, en fait, de te ramener à te dire, en fait, tu regardes un film et c'est quoi la communion ou pas d'ailleurs que tu as avec cet objet-là à ce moment-là, et en brisant le 4e mur, tu as cette espèce d'obligation soudaine de te connecter à l'objet qui peut paraître extrêmement artificiel, et en soi elle l'est, mais il y a un truc qui se dégage de ça aussi où je me dis, parce qu'il parle à travers cette architecture aussi de l'art en général et de comment tu te connectes à l'art et comment cet art peut d'ailleurs amener, parce que c'est le pouvoir du personnage, à stopper le temps, et c'est quand il perd ce pouvoir-là que son art perd aussi en valeur. D'ailleurs, en cours du film, c'est un peu la métaphore qui se déroule. Bah, étant donné que le cinéma est un art du temps, c'est quoi cette beauté-là de pouvoir justement stopper le temps, de pouvoir tout calmer en fait à un moment donné. Ce qui est d'ailleurs magnifiquement représenté pour le coup dans la première séquence du film, qui était le premier teaser qu'ils ont utilisé avec Adam Driver sur le Chrysler Building qui arrête le temps. Voilà, t'as ce truc-là, qui est dans cette soif d'expérimentation et qui surtout reflète un truc qu'on a quand même pas mal vu à Cannes cette année et que je trouve assez fort, c'est que ça a été un film de la démesure, mais comme il y en a eu d'autres, je pense qu'on peut surtout parler d'Horizon de Kevin Costner aussi dans le domaine américain, qui lui aussi, pour pouvoir faire son méga western, a hypothéqué sa baraque pour pouvoir mettre 50 millions dans le premier volet d'une saga qu'il veut faire en trilogie. Et il a déjà tourné les 2 premiers, et le truc c'est un immense western qui s'étale sur 3 heures. Bon, je trouve ça très indigeste aussi, mais je peux pas là aussi enlever l'effort en fait d'avoir eu la soif d'expérimentation totale face à la crainte qu'on a de plus en plus, surtout depuis le Covid, de la place du streaming, de l'algorithme au sens large, de cette uniformisation de la production cinématographique. En même temps, c'est ça, Coppola a fait le film qu'il voulait faire. Et
qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, c'est un objet tellement bizarre que je trouve que c'est bien qu'on en parle aussi maintenant, parce que d'ici sa sortie prochaine, ça sera super de pouvoir aussi y revenir et de voir aussi comment, après cette réception cannoise, les gens, quand ils pourront voir le film à sa sortie, y réagiront, parce que je pense que ça va être assez passionnant. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que c'est un peu kitschouille par endroits, c'est assez imbuvable par d'autres, etc. Mais on peut pas lui enlever que c'est au moins un objet qui refuse toutes les catégorisations qu'on pourrait avoir aujourd'hui à Hollywood. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il l'a fait lui-même, hein, parce que personne n'en voulait, parce que ça ne rentre dans absolument aucune case. C'est pas classable, c'est libre en fait, d'une liberté absolue. Et c'est peut-être ça le plus beau geste en fait du film, c'est qu'en fait, il se laisse la possibilité à tout. Peut-être à trop de choses pour moi, mais au moins c'est vivant, il y a de l'envie, il y a envie de proposer des nouvelles choses en testant tout le temps. Et ça, je peux pas lui enlever. C'est peut-être ce que je préfère dans le film, même si rien ne va en soi. Au moins, on peut pas lui enlever cette envie de cinéma, cette envie de nous offrir quelque chose de différent. C'est déjà un grand pas théoriquement. Voilà, c'était notre petit débat sur Megalopolis. N'hésitez pas à aller lire aussi du coup le texte que Alex a écrit pendant Cannes, fatigué mais toujours debout à ce moment-là. Tu me diras, on était au début du festival, donc ça allait encore. Et n'hésitez pas d'ailleurs à lire tous nos papiers de Cannes, parce qu'on en a fait pas mal et ça vous permettra aussi de voir les films qui sont à surveiller dans les prochains mois, parce qu'on a quand même traité pas mal de films de Substance, mais pas que. Et plein d'autres films très très intéressants. Avant de vous quitter, on vous rappelle qu'Écran Large est un site indépendant et donc pour ça, tout soutien est bon à prendre. Donc déjà, vous pouvez bien évidemment liker, partager cette vidéo si elle vous a plu, mais on propose également un abonnement sur le site d'Écran Large et contre quelques euros par mois, ça vous donne accès à plein de dossiers exclusifs sur des analyses de films, du box-office et plein d'autres belles choses. Le lien est en description et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut. Stop.